C'est bon. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, tout le monde? Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez une chaise, Rina? Là-bas, d'accord. Donc, vous voyez la configuration de la salle un peu différente de celle auquel on a l'habitude. Donc, vous savez qu'à partir du 1er juillet, on est tenu de faire des comptes rendus dans des conseils municipaux, soit des comptes rendus in extenso, soit résumés. Pour cela, il fallait qu'on soit enregistré. C'est donc la mission qu'on a confiée à la société qui est présente ce soir et qui va donc filmer les uns et les autres en fonction de leurs interventions. C'est-à-dire que quand vous voudrez intervenir et que vous demanderez d'abord un micro, et s'il n'y a pas de résonance dans la salle, c'est que vous n'êtes pas enregistré. Donc vous attendez un tout petit peu. Je rappelle que les intervenants sont filmés. Par contre, les agents communaux ne doivent pas être filmés. C'est une règle prévue par le CGCT. Bien, ceci étant dit, donc je vais donner les pouvoirs reçus. Sandrine Marchand a donné à Aline Billet, Céline Bruisson à Claudette Dos Santos et Martine Poyer à Christelle Colombier. Voilà. Bien, vous avez... Il fallait pas te lever, Elisabeth. Tout le monde est d'accord pour que tu sois la secrétaire de séance, sauf objection. Donc, merci à toi. Bien, secrétaire de séance, Elisabeth Gandhi. Est-ce qu'il y a des objections, des remarques, des suggestions, des corrections sur le procès-verbal de la séance du 24 mars dernier? S'il n'y en a pas, quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci. Ensuite, je crois qu'ensuite on passe directement aux décisions prises par le maire. Je recherche les synthèses. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Allô? J'ai une première question en fait sur les décisions. En fait, alors je ne sais pas si j'ai dans l'ordre, mais par rapport à la décision que vous avez prise concernant l'annexe et l'attribution d'un contrat de mission de maîtrise d'œuvre, j'aurais voulu quelques éclaircissements parce que j'étais un petit peu étonné de me rendre compte que nous avions choisi, enfin vous aviez choisi une société immatriculée en septembre 2021, donc qui n'a pas un an d'existence, qui n'a aucun bilan, qui n'a même pas de site internet, que quand on va sur leur site, c'est en construction. Et donc j'étais un petit peu étonné qu'on puisse confier une mission aussi importante à une société de ce type, qui n'a aucune référence, aucune antériorité. Voilà, donc je suis un peu inquiet quant à tout ce qui est assurance, tout ce qui est décennal, enfin tout ce qui peut se rapporter à ce marché. Voilà. Donc je ne comprends pas bien qu'on laisse un marché de ce type à une société qui n'a pas un an d'existence et qui a un capital social de 1 000 euros. Alors la société a effectivement moins d'un an d'existence, hein, tu as vu tous les documents, ce qui ne veut pas dire que l'équipe d'architectes, elle, n'a pas d'expérience. Notamment Marie Zachary, qui est la patronne, j'allais dire, elle a 40 ans, donc elle travaille depuis longtemps dans l'architecture. Elle était architecte dans des cabinets de maîtrise d'œuvre précédemment, donc où elle a travaillé et piloté à des projets de construction de bâtiments et souvent beaucoup plus importants que le nôtre. Et elle a décidé, donc il y a environ un an, de créer sa propre structure. Donc elle s'est fait référencer auprès de l'Ordre des architectes et elle a fait référencer sa société nouvellement créée auprès de l'Ordre des architectes. Voilà, mais effectivement, la société, bien sûr, en elle-même n'a pas de référence puisqu'elle est toute jeune et toute récente, mais ce n'est pas le cas de Marie Zachary qui, elle a une quarantaine d'années, comme tu as pu le voir sûrement sur le cabis. Donc elle a l'habitude. Ensuite, évidemment, elle est référencée donc, auprès de l'Ordre des architectes. L'entreprise, hein, le cabinet d'architecture a toutes les assurances requises. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de risque particulier.
sachant que ce bâtiment, même si pour nous il revêt une importance stratégique, ça reste un petit bâtiment. C'est l'équivalent d'un grand pavillon avec la spécificité des ERP, ce qui n'est pas le cas d'un pavillon traditionnel, évidemment. Alors, excuse-moi. J'ai cherché un tout petit peu, effectivement, l'antériorité de cette dame, qui a effectivement travaillé dans une société d'impression 3D pour l'architecture, pas parler franchement de maîtrise d'œuvre, excuse-moi, et qui ensuite a créé une société en tant qu'indépendante qu'elle a fermée au bout de 2 ans. J'ai trouvé à peu près aucune référence à des interventions de sa part sur la maîtrise d'œuvre, sur des bâtiments de ce type. Aucune. Et si demain, il y avait le moindre problème, quoi qu'il arrive, c'est la société en question qu'on irait chercher. Et la société en question, excuse-moi, elle n'a aucune assise, elle n'a rien. Donc cette dame, moi, ce que j'ai vu, de ma petite recherche, hein, à mon petit niveau, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui a fermé des boîtes généralement au bout de 2 ans, et dont la seule expérience c'est d'être collaboratrice dans une boîte de 3D qui s'appelle Xtree. Enfin, j'ai cherché un peu. Donc ce que tu me réponds là, c'est sympa, mais c'est un peu court. Alors on avait consulté 2 architectes, comme tu as probablement vu dans les documents. On lui avait d'abord passé un premier marché d'études de faisabilité, et l'étude telle qu'elle est présentée nous a convaincus à la fois du sérieux de ces architectes et de la qualité du travail qui avait été rendu. Alors, sachant qu'une équipe de maîtrise d'œuvre, ce n'est pas simplement un architecte, c'est toute une équipe qui travaille autour, donc ils travaillent en partenariat, comme font tous les cabinets d'architectes, avec un bureau d'études techniques, notamment, qui va se charger de tous les éléments techniques, électricité, plomberie, etc. etc. quoi. Donc en fait, elle ne travaille pas toute seule, hein. Évidemment, il n'y a pas un seul architecte qui travaille tout seul, notamment dans le montage d'opérations comme celle-là. Alors, elle ne travaille pas toute seule, mais elle n'a aucun salarié, hein. Comme elle vous l'a déclaré d'ailleurs. Donc excuse-moi de penser, alors après on va s'en arrêter là, mais excuse-moi de penser que ça fait un peu penser au montage d'une boîte pour l'occasion. Alors, ce n'est pas le cas, puisque nous, quand on l'a contactée, elle était en train de créer sa société, hein. Elle était déjà en train de le créer, ça faisait déjà un moment. Bon, sachant que, comme tu as pu voir, elle est d'origine iranienne, donc forcément, ça ne facilite pas les démarches administratives. Mais ça faisait déjà un petit moment qu'elle était sur la création de sa société. C'est d'ailleurs... Écoute, en tout cas, là, toutes les assurances, administrativement, ils sont entièrement en règle. Bien, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Micro. Pardon, c'est pas... Excusez-moi, je voulais savoir, est-ce que je peux demander ce qu'en pensent les services? Parce que nonobstant le fait que, Didier, nous connaissons tes compétences certaines en matière d'eau, d'environnement, etc., tu me permettras, de plot aussi, tu me permettras de... Voilà, je ferai plus confiance, excuse-moi, hein, je ferai plus confiance à une Christelle Lafrance qui est là depuis une dizaine d'années, qui a revu notre PLU, etc. Parce que moi, je partage les inquiétudes de Stéphane et les interrogations de Stéphane. Voilà, tu es élu depuis 2 ans, c'est normal, on a tous commencé, hein, ça c'est pas le souci, mais on est inquiet. Encore une fois, on entend ce que tu dis. Si la société dépose le bilan, la garantie décennale notamment, c'est Walou, de chez Walou. Et c'est pas tu peux nous expliquer que c'est effectivement comme si on construisait une maison, qu'il n'y a pas effectivement de, comment dirais-je, de difficultés particulières à t'entendre. Je te ferai simplement remarquer qu'il y en a quand même pour plus de 500 000 €, quand même pas une petite somme, et qu'en plus de ça, on a des soucis d'infiltration, certains. Alors j'ai bien compris qu'on n'allait pas coller le dos. Non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin bon, moi je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas certaine non plus que ce n'est pas en accolant pas le bâtiment qu'on n'aura vraiment aucun souci, vu comment dirais-je,
la conjecture des lieux, là, c'est la configuration des lieux, pardon, c'est un peu inquiétant. Maintenant, Stéphane a raison, on ne va pas non plus y passer trop de temps, mais on peut s'exprimer sur le sujet et vous manifester quand même notre inquiétude quant à... Voilà. Et si on pouvait me dire ce qu'en pense le service technique, voilà. Écoutez, on a signé le permis, donc maintenant les choses sont dites. Hein. On ne va pas donner les avis du... On n'a pas signé le permis, pardon. On a signé le contrat de maîtrise d'œuvre. Bien, on va effectivement rester là. On y reviendra sans doute si c'est nécessaire. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, j'aurais parlé du contrat Citeos. Alors, je suis très heureux qu'on passe enfin un contrat de maintenance pour notre vidéosurveillance, il était temps. Par contre, je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai lu le contrat, parce que bon, je suis content de savoir que Citeos, qui a fait l'installation, va faire un audit de l'installation et du matériel qu'il a installé. Je pense que c'est une bonne idée, vu que c'est eux qui l'ont installé, donc je suis content de voir que le contrat prévoit qu'ils revoient l'installation qu'ils ont faite. Par contre, je n'ai vu aucune clause dans ce contrat qui parle de délai d'intervention, qui parle de pénalité en cas de non-intervention. Il n'y a rien. En fait, ce contrat, il est complètement pour eux. Il n'y a rien qui nous protège, nous. En fait, on va leur donner de l'argent pour maintenir un système qu'ils ont installé, c'est super. Je vois rien. Il n'y a rien dans ce contrat qui ressemble de près ou de loin au contrat qu'ils ont pu signer d'ailleurs avec Sartrouville, hein, par ailleurs, dans lequel il y a des clauses qui prévoient effectivement des pénalités, des délais d'intervention, des pénalités en cas de non-intervention, enfin, des choses qui contraignent d'un contrat. Un contrat, il y a deux parties, les deux parties se protègent, il n'y a rien là-dedans. Et puis j'aimerais bien que, je vais le dire une fois parce que c'est un peu pénible, mais quand on demande des documents au service, ce serait bien qu'on nous donne tous les documents, parce que c'est un peu pénible de demander les documents, de venir les chercher, de se rendre compte qu'il manque une annexe. On doit revenir chercher l'annexe, puis on se rend compte qu'en fait il manque la deuxième annexe. Si une fois pour toutes on pouvait nous donner les dossiers complets, ce serait pas mal pour travailler. Parce que je ne sais pas comment vous travaillez, mais moi je travaille avec des dossiers complets. Alors, ouais. Je ne sais pas si vous avez bien lu le contrat, mais le contrat spécifie bien que c'est un contrat de maintenance préventive. On est d'accord? Ben non, moi je vous ai écouté et vous avez dit que c'était un contrat où il n'y avait rien dedans. Donc apparemment, il faut le relire. Il y a marqué contrat de maintenance préventive. Donc la maintenance préventive, elle peut intervenir n'importe quand. C'est quand nous demandons qu'ils interviennent. Et il n'y a pas de délai d'intervention. Entre autres, ils interviennent quand on leur demande, et en général, ils interviennent dans la journée ou dans les 24 heures, contrairement à Sartrouville, où il y a un contrat de maintenance dont vous connaissez le montant. On n'est pas là pour comparer les deux. Bah si, c'est ce qu'il a dit. Non, mais attends, juste une chose, Olivier, c'est marqué, décide de signer un contrat avec Citeos pour la maintenance préventive et corrective. Donc c'est un contrat de maintenance préventive, c'est marqué dessus. Et corrective, c'est marqué. Ouais. Hein. Ouais. Correctif, quand on fait de la prévention, on s'aperçoit qu'il y a un problème, on va le corriger automatiquement. Non, si. J'ai un peu travaillé en usine pendant 10 ans. C'est pas ça le correctif. Alors, donc plutôt que de nous faire la leçon sur savoir comment on fait un contrat, c'est un contrat qu'on a signé qui est un contrat de prévention pour l'entretien du matériel et qui n'a rien. Non, c'est pas la peine. Et je m'en passerai. Et donc, ce que je disais, c'est que le contrat à Sartrouville, c'est un contrat qui n'a rien à voir avec ce type de contrat, donc on ne peut pas le comparer. Le contrat qui intervient à Sartrouville, si vous l'avez eu ou si vous l'avez lu, c'est un contrat où ils doivent intervenir dans un délai minimum de par la taille de la ville et de par le besoin qui a été fait sur cette vidéoprotection, parce qu'ils l'utilisent d'une manière différente. Et donc, ils interviennent, je crois, c'est sous 4 heures, ou même il y a même une partie qui est sous 2 heures. Et c'est un contrat qui coûte bien plus cher que ce qu'on a payé nous. D'accord? Donc, remettons les choses dans le contexte. On a un contrat de prévention aujourd'hui et qui est là pour entretenir le matériel et s'assurer que le matériel a les bonnes versions de logiciel et est propre et en état. Voilà. Alors, c'est un contrat de maintenance préventive et corrective. La maintenance corrective, c'est pas pour corriger le préventif. Mais bon, on s'arrête là. D'autre part, Olivier,
je me permets, je sais que tu n'aimes pas qu'on te fasse la leçon, je suis juste factuelle. Le 8 mai, monsieur le maire m'indique que nous sommes enfin reliés au commissariat de Maison Lafitte. Le 19 mai, avec un petit sourire en coin, qui ne m'a pas beaucoup plu, mais c'est pas grave, j'encaisse. Le commissaire Villemain me dit, vous inquiétez pas ma petite dame, demain c'est fait. Demain, du 19, c'est le 20. Le 21 mai, monsieur le maire, et je vous remercie, vous prenez acte effectivement que les écrans de la mairie ne sont pas un CSU. Merci. Et effectivement, vous m'expliquez, j'entends que le branchement au commissariat, il est compliqué parce que ça peut s'entendre, c'est des choses qui arrivent. Il manque une rallonge électrique avec prise multiple. Très bien. Mais que les vacances de printemps aidant, la rallonge a été remise au commissaire Lepage, au commandant Lepage, par Olivier cette semaine. Mais écoutez, moi, le 17 juin, ça ne fonctionne toujours pas. Hein, non, ça fonctionne depuis ce matin. Ah, ça fonctionne depuis ce matin. Oui, parce qu'on a fait l'installation ce matin. D'accord. Bah, très bien, je suis ravie. D'accord. Donc l'installation est assez compliquée à faire et on a terminé ce matin. Très bien. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, on était encore en train de faire des tests. On pense qu'on a résolu tous les problèmes. Merci. Bien. Tu veux dire encore quelque chose? Et je vous invite à aller voir demain matin si vous souhaitez aller voir. Bon. Terminé pour les décisions? Non, pas terminé. Juste la décision du 22 avril décide de solliciter Madame la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France pour l'attribution d'une subvention de 772 653 €, etc. Subvention correspond au contrat d'aménagement régional qui porte sur 2 projets qui sont... Je crois on avait au départ 3 projets, mais il y en a un qui n'était pas éligible. Il y a donc l'école Jean Jaurès et le deuxième, c'est l'annexe de la mairie. Voilà. Le fait qu'on attribue un contrat de mission d'architecte pour le relevé d'ouvrage existant à Madame Cécile Dolo-James, c'est qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement pour prendre un maîtrait sur les bâtiments des peupliers, écoles et centres de loisirs. On ne les avait pas en mairie? Non. Ok. Non, mais on ne les avait pas en mairie parce qu'on a des problèmes d'historique d'archivage. Je signale que le collège en question, ou l'école élémentaire, datait début des années 60. Et qu'on a d'autres, on ne trouve plus non plus les documents de Jean Jaurès, sinon partiellement, parce qu'il y a des problèmes de classement qui ont été faits au fil du temps et parfois de déclassement. Voilà. Que je ne suis pas chargé de tout reclasser parce que nous n'avons pas d'archiviste sur place. Et que quand l'archiviste vient, une des missions sont de remettre les choses à leur place. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer maintenant au compte de gestion. Émilie, je te passe la parole. Ça marche? Ok. Donc, ce soir, nous avons la tâche de parcourir le compte de gestion et le compte administratif de 2021. Comme d'habitude, alors vous avez reçu ces éléments, la présentation PowerPoint vendredi dans les éléments qui vous ont été adressés, donc je ne vais pas parcourir l'ensemble des commentaires qui sont inclus dans ce PowerPoint qui partira ensuite à la préfecture. J'en profite pour remercier Corinne Téchère d'avoir préparé tous ces documents et surtout évidemment la compta tout au fil de l'année avec beaucoup de sérieux. Donc, le compte de gestion, qui est la première partie qu'on va regarder, c'est la partie de la comptabilité en miroir qui est tenue par la trésorerie. Comme vous pouvez le voir, c'est la même chose, c'est en fonctionnement et en investissement, divisé entre 2 sections. Et donc vous avez le résultat de clôture de 2020 qui était à 3,3 millions, dont 1,5 million a été reporté en investissement de cette année, ce qui finit sur un résultat d'exercice 2021 à 2,9 millions et un petit peu plus d'1 million pour le fonctionnement. Et donc un résultat cumulé à la fin de toutes les années à 5,8 millions. Il faut tenir compte du fait que le compte de gestion ne tient pas compte des résultats, des restes à réaliser, merci Corinne, qui eux sont de notre responsabilité et donc augmentent, dans notre cas, le compte administratif
Mais donc retenez le chiffre de 5,8 millions qui est ici sur les résultats de clôture, puisqu'on le retrouvera ensuite sur le compte administratif. On va mettre au vote le compte de gestion. Oui, oui, tout à fait. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci. Ensuite, le compte administratif. Oups, pardon, je suis allée un peu vite là. Attends, pourquoi Donc, vous vous retrouvez en bas à droite. Alors, c'est pas forcément évident là sur la version projetée, mais un chiffre à 5,8 millions qui est donc celui qui reflète le compte de gestion. Donc, toujours notre section d'investissement qui avait des recettes à 4,5 millions, des dépenses ensuite à 1,5 million et des restes à réaliser à 661 000. Donc un résultat pour l'exercice 2021 à 2,9 millions, cumulé avec un résultat reporté de l'exercice précédent, un résultat de clôture complet à 4,124 000. Sur le fonctionnement, on a eu des recettes un petit peu plus élevées que prévu budgétairement, donc à 8,8 millions, et des dépenses donc à 7,6 millions, et donc un résultat pour l'exercice à 1,1 million, on va dire, qui cumulé avec les résultats des années précédentes et il n'y a pas de reste à réaliser sur le fonctionnement à 2,1 millions. Et donc on retrouve nos 5,8 millions qui, quand on rajoute les 420 000 de RAR qui sont la somme qui figure en jaune, à 6 231 000. Qu'est-ce qu'il y a eu comme opération spécifique cette année? On a en particulier vendu 2 pavillons rue Maurice Berthaud pour 1,2 million. Et donc vous avez le détail des écritures qui figurent dans la comptabilité. Ce 1,2 million est composé de la valeur d'origine du bien à 1,113 000 et de presque 90 000 euros de plus-value faite depuis. Donc, bon, j'ai déjà parcouru ces éléments, mais en plus de détails, vous avez donc les réalisations sur la section investissement et la section fonctionnement, et les résultats de chacune de ces sections, et le détail des restes à réaliser, donc ce qui constitue les dépenses qui ont été engagées, mais non encore finalisées au 31 décembre. Comme vous vous souvenez certainement, lors du budget principal qu'on a voté en mars dernier, on a voté l'affectation du résultat anticipé. Je vais faire le détail par section et on reviendra ensuite au vote du compte administratif. Donc si vous regardez plus le détail des recettes de fonctionnement, on vous a fait Corinne vous a fait des petits graphiques qui vous retracent l'évolution entre 2020 et 2021, sachant qu'évidemment ces 2 années sont quand même un peu spécifiques du fait de Covid. On pourra revenir sur chacun de ces éléments si vous avez des questions. Et vous a détaillé également des répartitions des recettes plus précises, notamment sur les produits des services et sur les impôts et taxes. On a notamment eu plus de taxes additionnelles aux droits de mutation du fait de l'activité immobilière plus élevée. Dans les dotations et participations, il y a une annulation de titre qu'on a mis en rouge pour bien attirer l'œil dessus, puisque nous avons eu sur l'exercice 2020, à la toute fin de la clôture, la trésorerie qui nous a demandé de passer une attribution de subvention qu'on devait avoir liée à Covid pour 138 000 euros presque, qui ne s'est jamais matérialisée. Donc celle-ci a été annulée dans cet exercice-ci.
dans les dépenses de fonctionnement, on vous a mis pour mémoire les résultats, enfin plus exactement les charges des exercices 2019, qui étaient des années, on va dire, plus normales, donc et 2020 et 2021, notamment par exemple sur les charges à caractère général. On était plus faible du fait de l'utilisation moindre, par exemple, des bâtiments. Et en revanche, en charge de personnel, c'est relativement stable. Ensuite, vous avez également d'autres détails sur toutes les dépenses de fonctionnement qui apparaissent également dans la maquette détaillée que vous avez également reçue. On pourra parcourir des questions et revenir sur ces points si vous en avez en particulier. Mais je pense que cette note était très complète. Dans les recettes d'investissement, on vous a également détaillé les différentes recettes qu'on a eues, et notamment les subventions. On vous a divisé les totaux qui ont été reçus de la région et du département sur les différents investissements. Alors les subventions, on les reçoit toujours bien après le fait que les investissements aient été faits. Donc il ne faut pas s'étonner que ça ait trait à des investissements d'années antérieures. L'opération d'ordre qui figure également à ce moment-là est toujours la cession des 2 maisons rue Maurice Berthaud. Donc c'est là où on voit la grosse différence, là, les 1,2 million. Et les subventions, on en avait eu très très peu en 2020, rapport aux investissements plus faibles des années antérieures, on va dire. Mais surtout du fait qu'on a notamment, par exemple, les travaux de la rue Jules Rhin, dont on a reçu les subventions départementales. Donc vous avez d'autres détails sur les recettes d'investissement ici. Et dans les dépenses d'investissement, donc, on a principalement les 3 premiers comptes qui sont les comptes d'honoraires d'études en compte 20, les comptes 21 qui sont les travaux qui ne mènent pas à une construction, enfin une immobilisation, enfin un bâtiment, on va dire, et le compte 23 qui sont les constructions. Ces comptes sont détaillés ensuite dans les slides qui suivent. Donc ici, vous avez toute une liste des différentes dépenses qui ont été faites à titre d'honoraires, d'études, de maîtrise d'œuvre. Donc pour revenir ici, on en était à 100 000 € en 2021. Sur les immobilisations corporelles, qui sont le chapitre 21, donc je reviens en arrière, on était à 725 000. Et vous avez une liste des immobilisations auxquelles ça correspond, qui sont on va dire, petits travaux de rénovation plutôt qu'une construction proprement dite. Donc 2 pages d'immobilisation corporelle, puisque justement en 2021, on a plutôt fait des petits investissements, beaucoup de petits investissements, et en chapitre 23, les constructions, donc, qui ont surtout eu trait aux travaux rue des Terrasses, et ensuite quelques plus petits chantiers comme la MSP, ou des travaux de finition de l'église et du pump track. On met au vote le compte administratif. Donc pour le vote du compte administratif, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et enfin, je reviens. On va laisser Monsieur le maire revenir quand même. Cette petite sortie était agréable. Il n'y a rien à voir. Et donc, dernier point, on va regarder l'affectation du résultat qu'on avait fait de toute façon, de façon anticipée sur le budget principal.
qui a été votée en mars et qui correspond en tout point à l'affectation qu'on avait votée à ce conseil municipal. Donc, sur les 5,8 millions, on avait proposé, et on continue de proposer cela, de reporter sur les 3,7 millions d'excédent d'investissement, parce que vous savez, d'excédent de fonctionnement, on peut basculer en investissement une partie, mais pas l'inverse. Donc, on va affecter à l'investissement la partie du fonctionnement nécessaire à pouvoir assurer l'équilibre budgétaire de la section investissement sur l'année à venir. Donc, sur les 2,1 millions de résultats de fonctionnement, on a proposé d'en passer 900 000 à la section d'investissement et de maintenir en section de fonctionnement l'excédent de 1,2 million. Et évidemment de laisser en section d'investissement le résultat d'investissement de 3,7 millions. T'as terminé? J'ai terminé. T'as l'assainissement aussi, non? D'accord. Et là, il faut voter. Bien, est-ce que on est affectation du résultat, il y a des questions à poser? Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci. Alors, assainissement. Alors, dans l'ordre, on avait marqué la décision modificative. Est-ce qu'on l'a? Donc on fait la décision modificative. Alors, Oui, il y avait une petite modification entre la note de synthèse et l'ordre du jour qu'on vous a donné. Donc la note de synthèse étant plus facile à suivre, on va prendre l'ordre de la... Ouais, décision modificative. Ok. Donc, comme d'habitude, lorsqu'on doit modifier le budget de la commune qui a été voté en mars, pour passer d'un chapitre à l'autre des montants, on a 3 éléments à voter aujourd'hui, notamment le transfert de crédit du chapitre 21 vers le chapitre 23 pour des travaux. On parle du City Stade, enfin du terrassement du City Stade, qui doivent être comptabilisés pour la partie travaux de construction. Donc ça sort du chapitre 21 pour aller vers le chapitre 23, donc de la voirie, enfin de l'installation de voirie vers la construction maintenant que c'est fini. Ensuite, on a un deuxième élément. Donc c'est une opération nulle, c'est juste un changement de compte comptable. Ensuite, on a 2 opérations qui s'équilibrent l'une l'autre. La première, c'est parce que le SMSO nous a demandé, enfin pas nous a demandé, mais nous a fait, on va dire, du nettoyage dans leur plan de financement de l'aménagement écologique du bras gauche de la Seine au Mesnil-le-Roi et la valorisation de la Noue, qui est un projet qui date de 2011, qui avait été passé dans une délibération en 2015 et des travaux finis en 2016. Mais qui nous informe qu'il restait donc un montant de l'ordre de 44 000 € de travaux d'aménagement à notre charge, sachant que la 4GBS avait également pris sa partie, et que donc ce montant qui reste à notre charge, on propose de l'équilibrer avec l'inscription d'une partie de la subvention du C 2022 pour l'enfouissement de réseau qui sera réalisé cette année et qui nous a été notifié juste après le vote du budget en mars. Donc là, c'est pareil, il y en a pour 44 000 € qui sont donc inscrits en dépenses au chapitre 20 et en recettes au chapitre 13. Ça s'équilibre, mais là par contre ce n'est pas une opération juste de changement de compte, mais une addition et en dépenses et en recettes de 44 000 €, ce qui augmente le montant total du budget principal. Bien.
Décision modificative, quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci. Assainissement. Pour revenir à l'assainissement, donc l'assainissement, c'est un jeu maintenant avec la case GBS qui a repris de toute façon la compétence assainissement. Merci Didier. Mais pour l'instant, on a encore une gestion du budget, donc il y a des entrées et sorties, mais qui sont compensées par l'agglo de telle façon à ce que, en fait, le résultat du compte est à zéro. Donc on va approuver un compte qui de toute façon est à zéro, mais qui a des recettes et des entrées au cours de l'année qui se font en miroir. Donc il n'y a pas de reste à réaliser non plus. Alors on a tout de même fait l'exercice qu'on doit faire, qui est de vous exposer le détail des sections de fonctionnement. Mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il y avait des 111 000 € de recettes et exactement au centime près les mêmes dépenses. Et sur la section d'investissement, 88 000 € de dépenses et de recettes correspondant aux travaux faits pour notre ville. On vous propose l'affectation du résultat. Attends, on avait d'abord le compte de gestion à approuver. Du trésorier. Donc là, je crois que tu l'as passé, non? Oui. Il est de toute façon strictement équivalent. Parce que ce n'est pas nous qui avons les écritures. Bon, quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci. 0-0, c'est assez surprenant. Alors, sur le compte administratif. Donc, c'est strictement identique puisqu'il n'y a pas de reste à réaliser. Ben oui. Donc, c'est le même, strictement le même, puisqu'on n'a pas de reste à réaliser. Donc, les résultats de clôture du budget assainissement sont nuls. Donc, pour le compte administratif, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et enfin, donc, l'affectation du résultat nul. Il s'effectue sur le compte, il s'appuie sur le compte administratif, mais comme il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'affectation. Oui, c'est un peu bizarre de voter le compte administratif alors qu'on n'a aucun pouvoir dessus, puisque la responsabilité incombe à l'agglo. Bien. Enfin, l'objectif, il faut quand même préciser que l'objectif étant qu'ils reprennent ce budget in fine, Absolument. Mais qu'ils sont en train d'aligner tous les budgets des différentes villes qui ne fonctionnent pas exactement de la même façon, mais qu'à terme, on espère bien ne plus avoir cet exercice à faire avec vous. Oui, ils ont aussi un autre problème, c'est celui de se structurer pour pouvoir faire le boulot. Bien, maintenant, on va passer à l'ordre du jour sur les sujets scolaires, enfance. Donc, je passe la parole à Aline. Alors, pour le point concernant les tarifs restauration, études surveillées, garderie, classe découverte, donc tous les ans, avant chaque nouvelle année scolaire, on revoit les différents tarifs. Pour mémoire, l'année dernière, on avait revu, et il y avait eu des changements sur la partie vraiment études surveillées et garderie, vu qu'on avait changé le mode de fonctionnement en passant à un système à l'unité pour avoir quelque chose de plus juste. Donc cette année, pas de changement à ce niveau-là. En fait, ce qui change au niveau des tarifs, c'est la partie restauration. Donc vous avez un tableau comparatif avec les éléments donc, pour la rentrée qui était comptabilisée donc, pour la rentrée 2021-2022 et la proposition, donc il y a eu un avis favorable en commission pour la rentrée 2022-2023. Donc l'augmentation, c'est une augmentation de 3,1%. Ce qui fait 15 centimes d'euros pour le repas qui est, je dirais, tarif plein, et 4 centimes pour le quart de tarif. Cette augmentation, en fait, elle fait suite notamment à pas mal d'échanges avec le prestataire et à une première demande d'augmentation qui était incitative, qui était 6,5%,
que nous avons refusé. Le incitatif était aussi incitatif de la part du gouvernement, sachant que automatiquement, on va avoir une révision des tarifs à l'anniversaire du contrat, donc au mois d'août, et que quand on voit l'augmentation des céréales, de la viande, on peut s'attendre à avoir une augmentation très importante. Donc on a choisi cette augmentation de 3,1% pour ne pas non plus complètement, on va dire entre guillemets, plomber les familles, mais sous réserve, parce que ne sachant pas ce qui va nous arriver au mois d'août, sous réserve d'une augmentation ultérieure, sachant que l'augmentation, automatiquement, ça sera concerté, ça sera discuté en commission, parce que c'est évident qu'on ne pourra pas passer une augmentation phénoménale au niveau des familles. Mais voilà, il faut se garder cette possibilité, parce qu'en effet, on pourrait avoir une très mauvaise surprise en septembre. Pour information, le contrat qu'on a aujourd'hui avec la société Convivio s'achève en août 2023. Donc de toute façon, là, alors il y a un certain nombre de pistes qui sont déjà en cours pour trouver une solution, avoir différentes possibilités en 2023. Et de toute façon, il y aura relance du marché dès la rentrée par rapport à un changement de prestataire ultérieur. Donc voilà pour l'explication des différents tarifs. Donc seule la partie restauration, il y a un changement. Et en revanche, pas de changement sur les autres tarifs, ni sur la participation de la ville au niveau des classes découvertes. Oui. Oui, excusez-moi. Lors de la commission finance, j'avais demandé au service de la mairie qu'on fasse un calcul de cette augmentation. Pour moi, ça marche. Oui, là ça marche. Oui, je disais en fait, lors de la commission finance, j'avais demandé au service de la mairie, qui ne l'avait pas fait, de calculer cette augmentation qu'on va avoir au 24 août, parce que la formule, on la connaît. Oui, et on est sur un indice qu'on connaît. Est-ce que ça a été fait? L'indice n'existe plus. Donc on a un contrat qui repose sur un indice INSEE qui n'existe plus, ce que vous me dites. Est-ce que les responsables de la mairie élus peuvent me répondre? Oui. Donc, en effet, il y a une formule de calcul qui est dans le contrat. Oui. Et donc, l'indice en question n'existe plus. Donc, on a trouvé l'indice qui était le plus proche. Au niveau, puisque en fait, ce qui est pris en compte, la valeur des prix donc, au mois de remise des offres, ensuite l'indice mensuel des repas dans un restaurant scolaire universitaire et également l'indice mensuel des repas dans un restaurant scolaire universitaire au mois de la remise de l'offre. Et l'indice en fait qui était initialement dans le contrat, en fait celui-ci n'existe plus et donc il est remplacé par un autre indice. Aujourd'hui, j'ai pas le taux d'augmentation. Ce que je sais, c'est ce qui nous est transmis par Convivio, qui nous dit que déjà eux depuis le début de l'année, en termes d'augmentation des coûts, ils en sont à plus de 9%. Sur les 12 derniers mois. Oui, et donc voilà, on peut. Mais en revanche, je n'ai pas d'idée sur l'augmentation qu'on va avoir là au mois d'août. J'ai lu le courrier de Convivio et j'ai lu le courrier du gouvernement qui est fort sympathique. Moi, je suis juste un peu étonné qu'on n'ait pas, alors qu'on a une formule dans un contrat auquel on est tenu, qu'on soit incapable, nous, fin juin, de calculer l'augmentation qu'on va subir au mois d'août. Ça me dépasse un peu. Écoutez, on a réinterrogé Convivio. En revanche, voilà, j'ai pas les éléments. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire combien on va. C'est-à-dire que hausser ce que nous a demandé Convivio. En revanche, aujourd'hui, j'ai pas les éléments pour vous dire combien on va prendre au mois d'août. C'est une formule, hein, il suffit de l'appliquer, mais. Moi, je voudrais juste vous poser une petite question concernant le tarif de 4,90 €. Donc ça, c'est ce que payent les familles. La mairie, elle s'acquitte de quel tarif du coup? Tarif TTC? Alors, tarif TTC, le dernier tarif donc pour l'année... alors, attendez, parce que justement, je les ai demandés. En fait, on est à plus de 5 €. C'est-à-dire que, sachant qu'en plus, ça, c'est le tarif Convivio. Et donc, dans le tarif Convivio, ne rentre pas en ligne de compte la partie personnelle, fluide. C'est vraiment le tarif Convivio.
Vous voulez dire par là que je c'est vais le tarif des aliments? Oui, vraiment le tarif prestataire, quoi, le coût ce qui nous est facturé par le prestataire. D'accord. Donc à plus de 5 € pour un repas à 4 composants. Oui. Est-ce que vous... Alors c'est peut-être la question que je vous pose est peut-être un petit peu... comment dirais-je? Elle est peut-être un petit peu tôt pour vous la poser. Est-ce qu'à tout hasard, vous avez réfléchi, lorsque vous allez passer vous allez réfléchir, excusez-moi, au fait de repasser un nouvel appel d'offres pour un nouveau marché, vous allez continuer sur 4 composants ou vous allez passer à 5? Alors, pour l'instant, on est sur 2 pistes possibles pour le changement dans un an. C'est-à-dire qu'on essaye, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est une mutualisation. C'est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler il y a déjà un certain temps. On avait essayé de voir avec le PEC est en liaison chaude, contrairement à nous, et déjà saturé. En revanche, au niveau de l'agglo, aujourd'hui, il y a une cellule, on va dire, mutualisation, et notamment pour de la restauration scolaire. L'une des possibilités pourrait être, et avec lesquelles on discute, c'est la cuisine centrale de Chatou. Chatou est en liaison froide et aurait la capacité de prendre, parce qu'on n'a quand même pas énormément de repas, on doit être à 350 à peu près en moyenne. Port-Marly est également intéressé. Donc il y a eu un certain nombre d'échanges, parce qu'évidemment, Chatou fonctionne bien. Eux, maintenant, ce qu'ils veulent voir, c'est dans quelle mesure je dirais, ça peut se mettre en place et quels seraient également les coûts pour nous, parce qu'il y a également le transport à prendre en compte et certainement du personnel supplémentaire. Donc ça, c'est la partie, et auquel cas, on serait sur le même mode de fonctionnement que Chatou, qui a vraiment sa cuisine centrale et qui fonctionne. Après, pour la relance du marché, parce qu'en fait, la partie mutualisation, on n'a aucune garantie que ça soit qu'on puisse démarrer. Alors déjà, que ce soit quand même intéressant pour tout le monde et qu'on puisse démarrer en septembre 2023. Donc pour qu'on soit sûr de ne pas avoir de problème, donc on relancera le marché là à la rentrée. En revanche, pour l'instant, je dirais, on va faire justement un groupe de travail là-dessus, parce que rien n'est arrêté tant que on n'a pas. Alors on va avoir le comparatif avec le marché actuel qui était extrêmement contraignant. En revanche, c'est vrai qu'il y a des fortes demandes pour avoir 5 composants au niveau des parents. On voit aussi, c'est que en termes de déchets, déjà avec 4 composants, c'est compliqué. Donc toutes les portes sont ouvertes. Ça va vraiment dépendre, je dirais aussi de ce qui sera possible à la rentrée, parce qu'on s'aperçoit qu'avec certaines augmentations, il va y avoir des restrictions sur certains produits aussi. Même si on parle on est bien d'accord, on parle de septembre 2023. Tout à fait. Dans un an. Tout à fait. Oui, oui. Merci beaucoup. Sur ces tarifs, quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci. Alors, le deuxième point, donc, qui concerne également les tarifs, c'est le tarif accueil de loisirs sans hébergement. Donc là, seule modification, en fait, ça concerne et le quotient et les tarifs, c'est-à-dire on a pris l'augmentation en fonction de l'indice du coût de la vie, donc qui est de 2,9%. Donc, et donc, il est rappelé pour information, c'est qu'au niveau... donc à l'exception des tarifs pour les personnes extérieures, il y a une réduction donc, qui est pour dès qu'il y a 2 enfants d'un même foyer fiscal qui sont inscrits à l'accueil de loisirs, sauf évidemment pour la tranche la plus basse. Et qu'on a un système aussi de pénalité en cas de non-réservation. Donc voilà. Moi qui ai des questions. Pas de questions. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci. Ensuite, alors, subvention coopérative scolaire. Pas de, donc, on verse, la ville verse donc, des subventions par classe aux écoles. Donc, le montant n'a pas changé depuis l'année dernière. 600 € pour une classe élémentaire et 645 € pour une classe de maternelle. même question. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci. Sujet suivant. Frais d'écolage, ça va être très simple. Donc, frais d'écolage, donc là, ce n'est pas nous qui les fixons puisque c'est l'AME, l'Association des maires adjoints à l'éducation du 78.
Les tarifs n'ont pas changé, donc c'est de 488 € pour l'élémentaire et 973 € pour la maternelle. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Fixation des tarifs d'anglais. Alors, pour les tarifs d'anglais, donc là, on a fait la même réévaluation que pour le centre de loisirs, c'est-à-dire pour la partie quotient. Donc, il s'agit juste d'une augmentation en fonction de l'indice du coût de la vie, donc plus de 2,9%. On n'a pas modifié les tarifs. Ce sont les mêmes depuis 2 ans, d'autant que, en fait, cette année, donc, on a eu 36 élèves, puisque cette année, on avait ouvert aux élémentaires. On a eu 36 élèves sur 6 groupes. Et là, on a déjà une vingtaine de réinscriptions. Et donc, on va ouvrir aux non-inscrits actuels pour la suite. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, le règlement de l'accueil loisirs sans hébergement. Alors, donc comme tous les ans, on revoit le règlement intérieur de l'accueil de loisirs, sachant que ce règlement comprend et l'accueil de loisirs, donc mercredi et vacances scolaires, et le périscolaire, c'est-à-dire les horaires aussi de garderie et d'études. Donc l'année dernière, il y a eu des changements. Cette année, pas de changement. Donc il n'y a pas de changement au niveau des horaires, donc pas de changement majeur dans le règlement qui était en annexe. Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et de même, le règlement intérieur pour l'enseignement de l'anglais, donc on est reparti sur la même base que l'année dernière. Pas de changement notable. Il était également indexé aux documents qui vous ont été renvoyés. Même question. Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dernier point sur la partie enfance, c'est l'actualisation de la carte scolaire. Le 15 février dernier, on a reçu le courrier du DAZEN, donc du directeur académique, donc précisant l'ouverture des 4e et 5e classes maternelles à l'école maternelle Jean Jaurès et la fermeture des 2 dernières classes de maternelle au Peuplier. Donc, pour tenir compte de ces changements, donc il y a une réactualisation de la carte scolaire pour en fait affecter les enfants qui dépendaient jusqu'à présent de Peuplier sur la maternelle Jean Jaurès. Et donc, vous avez le plan de sectorisation qui était joint au document. Des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien. On va maintenant passer la parole, si mon document est exact, en urbanisme. Tu as ton micro? Ah, c'est toi qui passe avant? D'accord. Alors, note de synthèse, excuse-moi. Alors, nouveau statut du C. Alors le CED, donc syndicat d'énergie des Yvelines, avait des statuts qui dataient de 2014. Donc depuis, le C a repris ou en tout cas a proposé des compétences supplémentaires à ses adhérents, donc dont nous-mêmes, et propose donc de modifier ces statuts pour intégrer des éléments qui n'apparaissaient pas en 2014. Donc je vais citer notamment les bornes de recharge électrique pour les véhicules, donc les bornes de recharge qui sont publiques. Hein, je vous rappelle qu'on a 2 x 2 bornes, hein, donc 2 qui sont au centre sportif et 2 qui sont sur le parking en bas de la mairie. Donc ça c'est le premier élément de compétence qui va être intégré dans les statuts du SEY. Ensuite, le SEY souhaite également promouvoir des solutions de mobilité douce, donc vélo électrique, trottinette. Alors, ça peut éventuellement d'ailleurs faire concurrence à l'Aglo, hein, qui vient de lancer aussi son propre système. Bon, sachant que
les adhérents du SEY sont très large majorité des petites communes des Yvelines, pour lesquelles, évidemment, il n'y a pas les moyens de notre agglo et les possibilités. Donc, certains peuvent être intéressés par ce dispositif. Un élément aussi dont on parle de plus en plus, notamment en lien avec le changement climatique, c'est la mise en place des réseaux de chaleur. Donc le CEI souhaite à terme pouvoir proposer à ses adhérents aussi de mettre en place des réseaux de chaleur. Donc ça, c'est des investissements qui sont importants, c'est des études qui sont importantes, qui sont difficilement supportables commune par commune. Bon, par contre, mutualisées par plusieurs dizaines de communes, évidemment, et avec la structure du CEI, ça devient faisable. Voilà, je pense que c'est les éléments essentiels des modifications des statuts du CEI. Bon, je suppose que vous avez tous lu attentivement les 25 ou 30 pages des statuts et que vous avez tout appris par cœur, sans doute mieux que moi. Il y a des questions. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Merci. Donc, on revient maintenant à la compétence dont tu parlais à l'instant. Voilà, donc directement en lien avec ce dont je vous parlais, aujourd'hui, donc, on propose d'adhérer à la compétence du SEY en matière de mobilité propre. Autrement dit, on parle là des bornes de recharge électrique. Donc les deux qui sont aujourd'hui sur notre territoire ont été mises en place par la commune avec l'aide du SEY. Et le SEY maintenant propose pour toutes les nouvelles installations de prendre entièrement en charge les études, l'installation, tous les coûts, y compris la maintenance sur la durée de vie des installations. Et évidemment, en contrepartie, de récupérer le paiement, récupérer le paiement des automobilistes. La redevance, voilà, me dit Sandrine. Donc ça serait pour les nouvelles installations. Et le SEY propose également de reprendre à sa charge les installations existantes, donc ce qui est notre cas. C'est-à-dire qu'ils récupéraient évidemment les redevances des automobilistes. En contrepartie, ils prennent totalement en charge l'entretien, la maintenance. Voilà, en mutualisant, c'est toujours plus facile, quoi. Voilà, donc on propose l'adhésion à cette compétence. Sachant qu'encore une fois, il y a pas, on peut toujours nous-mêmes décider de le faire en dehors, quoi. C'est une solution qui est proposée par le SEY. C'est un service qui est proposé par le SEY à ses adhérents. Bien. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Encore une fois, convention encore avec le SEY. Alors, troisième point qui concerne le SEY, d'ailleurs, je l'avais oublié, dans les modifications des statuts, ça fait également partie. Donc le SEY se propose de gérer les certificats d'économie d'énergie de ses adhérents, sachant qu'on peut le faire aussi nous-mêmes. D'ailleurs, à titre personnel, si vous faites des travaux d'économie d'énergie chez vous, d'isolation, de remplacement de chaudière, on peut bénéficier aussi des certificats d'économie d'énergie, sachant qu'il y a toute des démarches administratives à effectuer. Et le SEY, en fait, se propose de mutualiser l'ensemble des certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire de les récolter, évidemment, de les revendre, et ensuite de les rétrocéder aux communes. Donc, en fait, d'en rétrocéder 90% de ce montant aux communes et de garder 10% pour les frais de service, en fait, puisqu'il va y avoir une personne, sinon à temps plein, en tout cas bien occupée par ce sujet-là. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un modèle de convention qui a été présenté donc, dans les documents du Conseil. Et ce modèle de convention, ce n'est pas un hasard, puisqu'il concerne les LED, le remplacement donc, des lampes classiques par des lampes à LED sur l'éclairage public qu'on a fait en tout début d'année. Donc on a remplacé une centaine de lampes. Et on a bénéficié donc, déjà d'une subvention du SEY, environ 13% du montant. Et on va pouvoir également bénéficier, à travers ce dispositif-là, des certificats d'économie d'énergie. Donc là, en l'occurrence, on devrait toucher aux alentours de 7 000 € supplémentaires sur le dispositif.
Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Didier. Alors je rappelle que pour ce qui est des LED, on va essayer d'atteindre les 50% à la fin de l'année de nos éclairages publics, notre éclairage public, sachant qu'on ne peut pas l'installer partout, notamment sur les poteaux, les vieilles gamelles, comme on dit, dans des rues qui n'ont pas été modernisées. Bien, c'est à Eric, tu as un micro à toi pour l'Urba. C'est bon là. Donc là, on a donc 3 projets de délibération qui sont soumis donc au Conseil. Le premier et le deuxième concernent donc des cessions de parcelles au domaine des Fonceaux, rue Gambetta. C'est un domaine qui a été conçu selon le modèle du bail à construction, c'est-à-dire un peu de choses très similaires au bail amphithéotique, en gros, mais donc les constructions appartiennent naturellement aux propriétaires, mais le foncière appartient à la commune. Donc là, il s'agit de... merci à Émilie qui a pris donc des clichés sur Géoportail. Je ne sais pas si c'est vraiment lisible. Donc 2 parcelles sont concernées, la 607 et la 599. La 607 fait grosso modo 4 hectares et un petit peu plus, 4 arts pardon et un petit peu plus. Et donc là, la commune souhaite acheter le terrain donc au syndic de copropriété. Pardon? Oui, non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, enfin, la commune souhaite vendre cette parcelle aux propriétaires, excusez-moi. Enfin, je vous prie de m'excuser plutôt pour parler français, et donc pour 71 518 €. L'autre projet de délibération donc concerne la parcelle, donc comme je l'ai dit, 599. Là, c'est beaucoup plus modeste, hein. Il s'agit de 67 centiares et des poussières, mais vous avez le texte sous les yeux, hein. Donc pour 1 €. Donc les projets de délibération sont soumis. Je ne sais pas si je présente très rapidement le 3e projet qui concerne un alignement, ou si vous voulez voter tout de suite. Oui. Alors, je rappelle que ça a été fait en 95 et qu'il y a un bail de 60 ans, je crois. Et au bout de 60 ans, ceux qui n'auraient pas racheté le terrain, leur maison et le terrain reviendraient à la ville. Sauf que quand on voit que, je faisais le calcul cet après-midi, les terrains qui ont été, les prix de cession affichés dans l'acte notarié étaient de 82 € le mètre carré en 95. Et aujourd'hui, vous voyez où sont les fonceaux, c'est quand même autour, c'est 900 € le mètre carré. Actuellement, ça revient à 154 € le mètre carré. Je ne sais pas si vous voyez l'avantage que... À l'origine, il y avait 20 ans qui étaient de franchise pour permettre aux acquéreurs de rembourser le prêt de la construction. Ça se voulait social. En réalité, c'est une belle opportunité immobilière, mais nous, on est coincés puisqu'ils peuvent, à partir de la 20e année, réclamer l'acquisition à condition qu'ils soient d'accord entre eux par lot. Puisque, comme vous avez pu le voir, chaque lot crée un syndicat de copropriétaires sur le lot 607. Et le reste, je crois que les 65 mètres carrés, c'est le garage, le truc stationnement. Bien, quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstient? Merci. Je prends la même question pour la parcelle à 1 € symbolique. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En réalité, je ne sais pas très bien si on avait le droit de s'opposer dans la mesure où c'est un acte notarié qui engage la commune à l'origine. Mais bon, on passe la délib puisqu'il nous a été demandé notamment par le notaire. Bien, maintenant, on arrive à l'alignement de la rue de Romilly. Alors, toutes ces délibs ont été évidemment vues en commission des finances et d'urbanisme, les deux. Donc là, c'est donc un problème, enfin, c'est pas un problème, hein, c'est une question d'alignement. Ça se situe donc rue de Romilly. C'est sur un terrain qui a fait l'objet donc d'une division. Et donc on voit d'ailleurs sur ce terrain la partie avec un bâti existant et une belle clôture qui s'insère bien dans l'environnement traditionnel ménilois.
Et juste avant, on voit donc la parcelle en question qui est la 847, avec un mur qui est beaucoup moins beau et qui est situé donc justement à l'endroit où l'alignement, il serait intéressant plutôt d'acquérir ce terrain pour élargir la voie. Donc là, il s'agit donc de 35 mètres carrés 25. Donc là, il s'agit d'un achat par la commune, donc au prix de 6 000 €, c'est-à-dire grosso modo un petit peu plus de 170 € le mètre carré. Voilà, donc là, ça semble intéressant de faire cette opération parce que c'est déjà une rue qui est un petit peu compliquée au niveau largeur, et là, ça permettrait justement d'avoir une circulation un petit peu plus fluide, étant entendu qu'il exclut éventuellement qu'ensuite on puisse réfléchir à l'alignement avec le mur suivant, mais là pour l'instant c'est un petit peu dommage d'aller se priver de cette belle clôture. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, dans tout le coin, quand on a racheté des parcelles sur l'alignement, on était à 400 € le mètre carré. Là, on a transigé, on est à 6 000 € parce que à 6 000 € pour les 35 mètres carrés. Donc, c'est ce que disait Eric à l'instant, parce qu'on a tranché en deux, et surtout qu'on ne déparait pas. C'est plus élargissement du trottoir. Si vous regardez bien, vous ne passez pas avec une poussette là. Hein. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Oui. Monsieur Achille, tu as ton micro. Oui. Excusez-moi, monsieur le maire, comme on évoque l'urbanisme, est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, très rapidement, de nous faire un point sur l'extension de Jaurès, savoir où est-ce qu'on en est, des différents documents, permis de construire, où est-ce qu'on en est du dossier, tout simplement? Le permis a été déposé la semaine dernière. Oui. Hein, donc maintenant, il est en phase d'instruction. Oui. Et donc l'instruction, vous savez les délais, on a 2 mois pour les instruire. On va essayer de le faire un peu plus vite puisque c'est quand même au mois d'août, on risque de passer. Il ne s'agit pas de faire du tacite, il s'agit d'examiner. Puis il faut consulter un certain nombre d'instances, l'ABF, etc., les Veolia et compagnie. Donc il y a les délais de communication avant de valider ou de refuser le permis en question. Voilà. Alors là, vous me parlez de l'instruction, on est bien d'accord. L'instruction du permis, pour vous, c'est 2 mois. Ah bah, le délai légal, c'est au maximum 2 mois. Non, je ne vous parle pas des recours, je vous parle de l'instruction du permis. Non, l'instruction du permis, oui. 2 mois. Ouais. Donc, c'est-à-dire pour passer en commission d'accessibilité, commission de sécurité, ouais. Regardez si le permis, il y a bien tout ce qu'il faut, tous les documents, etc., etc. Vous pensez que juillet-août, ça va être clafeté, en fin août, l'affaire est réglée? Non, mais je connais les conditions de l'été et les bureaux qui sont fermés. Mais on va voir ce que ça donne. Hein. D'accord. Si ça passe pas, ben ça passera plus tard. D'accord. Donc, si on fait un rétro-planning, vous pensez commencer, je présume que vous allez profiter de de ce délai d'instruction de permis pour lancer les appels d'offres ou pas? D'accord. J'ai de commencer les travaux à quel moment? Quand les recours seront épuisés, on verra. Voilà. Tout à fait, on est tout à fait d'accord. Là-dessus, je vous suis. Donc, ça donne à peu près quelle période? La fin de l'année, début de l'année, plus tard. D'accord. Et vous pensez sincèrement qu'en démarrant des travaux, donc je vous suis toujours, décembre, janvier, vous comptez une livraison du bâtiment à quel moment? Fin d'année. Fin 2023. Ouais. Donc pas rentrée 2023. Non, mais ça a été déjà dit depuis un moment aux parents d'élèves. Ça a été dit, parce que moi je suis toujours restée sur septembre 2023. Non, ça fait Ensuite on a dit, non, monsieur on le a dit maire, après, on a dit la Toussaint. On a dit après, on a dit la Toussaint. Ça, la Toussaint, c'était il y a 3 semaines, un mois. Maintenant, c'est Noël. C'est sans doute, c'est probable. Enfin, moi, je suis pas un spécialiste, mais compte tenu des éléments que j'ai pu recueillir auprès du maître d'œuvre, l'architecte, c'est les délais qui ont été avancés. Voilà. Le 11 juin, en commission des finances, c'était livraison pour la Toussaint. C'est possible.
Donc maintenant, c'est non, mais c'est pour savoir. Non, Maintenant, mais c'est je Noël. vous dis, il y a eu une réunion hier avec l'architecte. Donc D'accord. c'est pas vieux. Hein. Ok. Voilà. Et malgré tout ce qui se passe, vous maintenez 15% d'augmentation, Écoutez, des délais, etc. Non, non, mais je vous pose la question. j'espère qu'on tiendra les délais. Après, nous sommes tous dans l'expectative de ce qui va se passer en Europe, en France. Et qu'on connaît, voilà. qu'on connaît déjà un peu. Oui, on connaît un Alors, peu. sans flagornerie aucune. Je veux simplement exprimer, et le plus sincèrement possible, croyez-le, toute ma sympathie à Madame Billet. Je vous souhaite beaucoup de courage, Madame. J'ai été à votre place sur quelque chose de beaucoup moins important il y a quelques années. Je pense que vous serez en première ligne. Je ne pense pas que vos collègues adjoints, qui pourtant vont suivre un certain nombre de travaux, le seront. Et je vous souhaite beaucoup de courage, Madame. Bien. On a un vote là? Vas-y. Très bien. Le règlement local de publicité, on en avait parlé en fin d'année. Je vous rappelle que c'est un document qui est prévu par le Code de l'environnement, mais qui est également annexé au PLU. Donc ça aborde aussi les aspects d'urbanisme. Bon, vous avez lu les documents, je ne vais pas tout reprendre, mais peut-être juste pour vous rappeler que c'est un document qui parle du cadre de vie et de la pollution visuelle, donc des aspects visuels essentiellement. On ne parle pas du contenu de la publicité. Le Ménil s'était doté d'un règlement local de publicité dans les années 80 qui ne pouvait plus être valable depuis les lois Grenelle, avec une mise en application à partir de 2021. Il y a des délais de régularisation et surtout il y a un règlement national. Donc actuellement on est sous le régime d'un règlement national et il avait été décidé par le Conseil en 2019 de réviser notre règlement local de manière à maintenir un certain nombre de choses. Et notamment dans les objectifs, il était rappelé que le Mesnil-le-Roi souhaitait pouvoir conserver le pouvoir de police du maire sur la publicité. Et également adapté avec des zonages, puisqu'on a des zones qui se prêtent à des réglementations différentes sur la commune, quartiers résidentiels, quartiers commerciaux, et on a aussi des zones avec des sites inscrits ou classés. On avait débattu des orientations au mois de décembre. Bon, elles sont reprises ici, elles n'ont pas changé. Ce qui s'est passé depuis, c'est la concertation qui s'est déroulée entre fin 2021 et début 2022. Il y a un certain nombre de réunions qui ont eu lieu avec les acteurs économiques, les personnes publiques associées, les habitants. Le fait est que ça n'a pas provoqué un enthousiasme très important. Franchement, on n'a pas eu une grosse mobilisation sur ce sujet. Mais voilà, la concertation est terminée. Et donc, on va pouvoir passer deux dernières étapes qui sont l'arrêté du RLP, projet de révision, et c'est ce qu'on vous propose de voter ce soir. Et ça nous permettra de passer aux deux dernières étapes ces prochains mois, la réunion publique, l'enquête publique sur la base de ces documents, et l'approbation du RLP, et il en sera terminé de ce sujet. Voilà. Y a-t-il des questions? Il y avait 3 pages à lire. Hein. Donc, si vous avez des questions, oui, je sais. Monsieur, oui, bon, là. Vous l'avez reçu, vous l'avez évidemment édité. Pas de questions? Donc, je vous propose de vous exprimer sur ce RLP. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien. Sujet suivant. Je ne sais pas où j'en suis. Syndicat, RLP. Qui est-ce qui prend la parole là? Alors, c'est moi, comme vous dites. Mise à jour des tableaux d'effectifs. Alors, je vous rappelle que les emplois sont créés par le Conseil et qu'il y a lieu de les ajuster périodiquement de façon à soit prévoir des échelons, supprimer des échelons lorsqu'il y a des personnes qui sont parties, ou modifier les échelons lorsque les recrutements ne correspondent pas au niveau des personnes que l'on recrute. Et il y a évidemment les départs à la retraite et il y a
passage. Alors, les suppressions ne se font qu'après le passage en comité technique. Donc ici, aujourd'hui, on vous propose simplement de remplacer, de créer 3 postes qui sont liés à des recrutements. Donc dans la filière administrative, ou des promotions, hein. Dans la filière administrative, un emploi d'adjoint administratif principal de première classe, vous l'avez, un emploi d'adjoint du patrimoine principal de deuxième classe, pour être clair, c'est du côté de la bibliothèque, et enfin un emploi d'ingénieur au sens des grades de la fonction publique territoriale. Donc c'est sur les services techniques. Une catégorie C, 2 catégories C, 1 catégorie A. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, l'assurance contrat. Groupe d'assurance avenant relatif aux évolutions réglementaires modifiant les obligations statutaires des collectivités territoriales. Bon, c'est simplement, il y a une évolution statutaire à laquelle il faut qu'on s'adapte et c'est une mise à niveau qui améliore la situation, les couvertures pour les agents. Si vous avez les différents, capital décès, maternité, paternité, adoption, temps partiel thérapeutique, etc. S'il y a des questions, il n'y en a pas. Merci d'ailleurs. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Je vous remercie. J'arrive aux questions. J'ai reçu 2 questions orales. La première de M. Ledoux. Je te passe la parole. Merci. Début 2022, nous apprenions que la future caserne des pompiers, regroupant celle du Ménil-le-Roi et de Maisons-Laffitte, allait s'installer le long de la RD 308, puisque le préfet, le SDIS et ICF avaient finalement trouvé un terrain d'entente. 6 mois de cette annonce, pouvez-vous nous donner d'autres éléments d'information quant à cette future installation? Bien, alors je vais faire un peu d'historique. En juin 2021, le commandant du groupement de Saint-Germain-en-Laye, dont nous dépendons, m'informe que le SDIS envisage le regroupement des casernes du Ménil et de Maisons-Laffitte pour diverses raisons. Le projet de reconstruction des pavillons d'ICF, la Sablière, en gestation depuis 2015, est évoqué. Il n'y avait pas d'idée préconçue, si vous voulez, à l'époque. La commune n'ayant aucun droit sur ces terrains, mais en étant favorable à ce projet, je me suis simplement engagé à faciliter le contact avec la direction générale d'ICF. Donc, parallèlement, le SDIS a pris contact avec le maire de Maisons-Laffitte, qui a également donné un avis favorable à ce rapprochement. Puisqu'il s'agissait des 2 casernes, il était important que les 2 communes soient en phase. La première rencontre entre ICF et le SDIS a eu lieu au Ménil, dans la petite pièce d'à côté. Les suivantes se déroulant hors de ma présence, donc de la présence de la commune, entre ICF et l'état-major du SDIS, en particulier avec sa présidente, par ailleurs vice-présidente du conseil général, et donc départementale, pardon, qui a été nommée après les élections de 2021. Si les principes de la cession d'une parcelle paraissent actés, c'est-à-dire s'ils sont d'accord pour se séparer de cette parcelle et le SDIS d'acheter, il reste à régler, à ma connaissance, 4 points majeurs. Le prix d'achat du terrain, qui dépend à la fois du conseil départemental et de la DGFiP. Sur le prix, vous savez qu'on passe toujours par service des finances. Les modifications du projet initial d'ICF, puisqu'il y avait une charte de relogement qui intéressait l'ensemble des locataires des pavillons. L'impact sur l'aménagement du quartier, puisqu'à partir du moment où il y a une caserne qui s'implante, ça va modifier la configuration. Et les délais, bien sûr, de réalisation qui sont impossibles à préciser à ce stade, à mon niveau. Un point d'étape a eu lieu début d'année 2022, ce que tu évoquais, en présence des 2 maires au conseil départemental, où le président du SDIS, la présidente, a rappelé sa volonté d'aboutir rapidement, et entre parenthèses,
Si ça n'était pas rapide, ils iraient peut-être voir ailleurs. Je ne peux pas vous donner plus de précisions. La plupart de ces points ont été évoqués à différentes reprises avec les élus, notamment lors de des commissions d'urbanisme, la commission d'urbanisme. Mais la mairie n'est pas à ce stade partie prenante des discussions. On a des échos, on essaye de les contacter. Les enjeux pour la commune ont toutefois été abordés en mars avec le directeur du développement d'ICF en termes urbanistiques, c'est l'entrée de la ville, en termes réglementaires, l'impact sur le PLU, compte tenu du zonage existant, et des modalités aussi, est-ce que c'est une DUP, j'en sais rien, et l'impact social, compte tenu du nombre de logements prévus, quelle serait la réduction faite ou autre, la charte de relogement, bien sûr, qui a été signée à un moment donné par les différentes parties, et pour l'instant, on attend les propositions d'ICF qui doit revenir vers nous pour nous dire, voilà, la part qui reste, si le SDIS prend tel terrain, voilà ce que nous envisageons, étant entendu que, bien sûr, on leur a fait part un petit peu de nos souhaits qui étaient un peu différents de ceux initiaux de 2015. Voilà tout ce que je peux dire. Bien. Question de Madame Auffray. Bien, alors moi, en 2021, nous avons eu une étude de la CSGBS, l'AGLO, sur les centres-villes des petites communes de l'AGLO, qui situe notre centralité Ménil au niveau du centre commercial du Haut de la Girouette et aux alentours, donc de la City. À partir de là, si le centre de la ville est là-bas, qu'est-ce qu'on doit concevoir? Cette étude nous suggérait différents aménagements couvrant l'école des Peupliers, ou l'aménagement autour de l'école des Peupliers, compte tenu de son départ, pour une enveloppe globale de 8 millions d'euros. Bien sûr, on n'a pas suivi les suggestions et recommandations pour des raisons évidentes. Nous attendions également les propositions de la Sablière sur la nouvelle configuration du secteur pavillonnaire que je viens d'évoquer, avec la possible installation des pompiers. Car l'incidence sur un tiers-lieu ou toute autre affectation est importante. Nous avons également rencontré des associations, des organismes, des expériences d'autres communes qui gèrent des tiers-lieux, ce qui couvre de multiples fonctions, des activités, les repères cafés, les ateliers seniors, le coworking, enfin ce que vous avez évoqué notamment, et d'autres activités. Bon, l'étude se poursuit avec l'objectif de conserver un lieu polyvalent, ouvert à toutes les générations, excluant la dévolution exclusive à une association et visant à l'équilibre financier. Je crois que dans le contexte, il est important que ce ne soit pas qu'à la charge de la commune. Dans l'immédiat, nous avons fait établir un maîtret dont vous évoquiez le sujet tout à l'heure, précis des locaux et la possibilité d'y transférer le centre des loisirs, je parle de la partie école, afin que les enfants bénéficient directement des cours existantes et de déplacer ainsi l'accès au centre, celui d'aujourd'hui étant un lieu de passage pour accéder aux salles de Malraux 2, je pense notamment aux seniors qui passent par là et bien d'autres. Les locaux ne seront pas vides, à l'exception des 2 classes, puisque ça sert encore de lieu de réserve, ne serait-ce que pour puisqu'il n'y a que les classes sont transférées, mais les locaux ne sont pas bâtis à Jaurès. Voilà. Quand le bâtiment nouveau sera construit, donc on garde pour l'instant, donc on a un peu de temps, on donne un peu de temps au temps que